bienvenue sur Scepticisme Scientifique. Ce soir, nous allons parler de la revue Scepticisme Scientifique qui publie des articles qui lui sont soumis en français ou en anglais, mais qui vont être traduits. Et ce soir, nous allons parler de l'article de Jean-Michel Abrassard, qui est donc avec nous, qui est docteur en psychologie, également formé en philosophie. Et donc, il a réalisé un article... La valeur de votre posture, simplement et rapidement en ligne. Cet article s'appelle, pour le coup, La place de la fraude dans le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Et donc, c'est un des tout premiers articles qui paraît dans cette revue qui a été fondée par le Comité Para assez récemment et donc qui accueille toute contribution bienvenue. Donc, bonsoir Jean-Michel. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je suis ravi de pouvoir t'interviewer parce que tu m'as déjà donné le change à plusieurs reprises et c'est une première occasion pour moi. Nous avons également avec nous Goulvin Laruelle, qui est un membre du Comité Para, qui est également membre du comité éditorial de cette revue. Donc ce soir, on va un petit peu décortiquer l'article et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat pour vraiment amener tout ça. Et donc, déjà, Jean-Michel, on a l'impression, pour ceux qui te connaissent, que finalement, c'est un bout de ta thèse que tu as voulu retravailler et partager avec nous. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un bout de ma thèse où j'ai rajouté un certain nombre de choses aussi, parce qu'il y avait des nouvelles idées qui m'étaient venues depuis. Je terminais ma thèse en 2016, donc ouais, il y avait quelques idées en plus, mais bon, le reste, ça me semblait intéressant de publier ça dans une revue à comité de lecture, effectivement. Oui, puisqu'effectivement, le principe, même si toi-même tu es membre du comité de la revue, c'est que tu as eu une relecture anonyme par des pairs sur ce travail-là, qui t'ont amené à faire quelques modifications pour le coup. Et globalement, en fait, ce travail, c'est juste sur un aspect. Tu vas nous décortiquer un petit peu le modèle général et puis arriver sur ce qui t'a intéressé. C'est les faux frauduleux qui vont émailler l'histoire de l'ufologie, du phénomène OVNI. Tu parles aussi du sous-coupisme. Et donc, j'ai une première question, en fait, c'est que tu nous parles beaucoup, et dès le titre, du modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. Et je me rappelle un peu des échanges qu'on a eu autour de ta thèse, la question, mais est-ce un modèle, est-ce un paradigme, est-ce une approche scientifique classique ou autre? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, donc originellement, il y a eu différentes terminologies qui ont été utilisées dans la littérature. Donc, en français, Claude Mauger a utilisé en 2004 la théorie réductionniste des ovnis. C'est un peu ce qui existait quand je suis arrivé sur le domaine de l'ufologie. Mais du côté anglo-saxon, ils utilisaient beaucoup psychosocial hypothesis, donc l'hypothèse psychosociale. Ça m'embêtait un peu le terme hypothèse, parce que je trouvais que c'était pas forcément le plus adapté non plus. Je voulais garder quand même la terminologie. Ça me semblait mieux que théorie réductionniste composite, parce que je trouve que c'était un peu complexe comme vocabulaire. Du coup, en plus, de toute façon, totalement inconnu dans le monde anglo-saxon. Donc, je voulais garder l'aspect socio-psychologique et la terminologie anglo-saxonne, mais alors j'ai remplacé hypothèse par modèle. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est une façon de se poser des questions à propos du phénomène OVNI, donc on pourrait y voir un paradigme aussi. La façon la plus simple de l'expliquer, et je pense que l'article est très exemplatif de ce que je trouve que le modèle représente, c'est que moi j'imagine toujours le phénomène OVNI, ma métaphore c'est que c'est une botte de foin, et alors il y a peut-être une aiguille qui est perdue dans la botte de foin. Et les ufologues, ils cherchent désespérément dans la botte de foin pour trouver l'aiguille. Mais en fait, le modèle socio-psychologique, ça s'intéresse à la botte de foin, c'est-à-dire à tout le reste. Malheureusement, il y a finalement assez peu de travaux sur tout le reste. Je dis pas que c'est totalement inexistant, il y a certains aspects qui ont été étudiés, mais pas tant que ça. Par exemple, par le passé, j'avais fait... je dirais que c'est ma troisième publication dans cette démarche-là. La première, c'était sur l'influence de la culture sur le phénomène OVNI. Et bon, ça, c'est encore un des aspects qui a été le plus étudié, je pense, chez les sociologues, etc., où on trouve quand même des publications dans ce domaine-là. Le deuxième, ça avait été sur les hallucinations. Est-ce qu'il y a des cas qui s'expliquent par des hallucinations? Alors là, il y a pratiquement aucune publication sur le sujet, simplement parce que c'est quasiment un blasphème de dire qu'il y a peut-être des cas qui sont des hallucinations, alors les gens veulent pas publier là-dedans. Mais je dis toujours,
vu la quantité d'observations qu'il y a d'OVNI, ce serait bizarre que dans le tas, il n'y en a quand même pas quelques-unes qui soient des hallucinations. En fait, hallucination, c'est un phénomène psychologique avant d'être un phénomène psychopathologique. Ben oui. Des hallucinations parce qu'on est isolé, parce qu'on n'a pas mangé, on n'a pas dormi pendant 24 heures, etc. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on est psychotique. C'est pas, voilà, c'est l'assimilation qui peut être tout à fait fausse. Tu en parles un petit peu dans ton article. Normalement, l'hallucination, il n'y a pas de stimuli qui viennent encourager finalement cette perception. Mais en réalité, les modèles actuels de l'hallucination sont bien plus complexes. Il y a des influences de l'environnement, il y a aussi des influences psychosomatiques de l'organisme qui jouent là-dessus, plus parfois des maladies mentales qui viennent surenchérir. Oui, un exemple classique qui est souvent discuté, c'est quand même dans les enlèvements par les extraterrestres, avec la paralysie du sommeil, évidemment. Les paralysies de sommeil, la personne verrait un gris ou un petit gris au pied de son lit. Enfin, donc là, il y aurait clairement une composante hallucinatoire. Mais bon, ça, c'est encore parce que le phénomène des enlèvements par les extraterrestres est peut-être quasiment plus étudié par les psychologues et les sociologues que le phénomène OVNI en général. Moi, je m'intéresse toujours plus à pratiquement tout le reste, c'est-à-dire les observations plus classiques, est-ce qu'il y a des cas là-dedans. Alors, pour rester sur le domaine de l'hallucination, un des problèmes, c'est que, c'est pas un problème, mais une des difficultés, c'est que les sceptiques, les ufosceptiques, les gens comme au CNEGU, qui essayent d'expliquer des observations d'OVNI, ils évitent de se ruer dans l'explication de l'hallucination, parce que c'est un peu facile. Je veux dire, on peut toujours dire, bah oui, il a une hallucination, et puis c'est plié. Donc, en gros, méthodologiquement, en fait, l'hallucination est par définition pratiquement la dernière explication qui va être invoquée pour rendre compte d'un cas. En gros, on fait toujours une sorte on donne toujours une bénéfice du doute au témoin qu'il ne ment pas et qu'il n'hallucine pas. Et on essaye de trouver d'autres explications possibles à son observation, mais donc forcément, bon, on peut tomber sur des cas où ce ne soit pas le cas. Après, il peut y avoir d'autres indications, comme après évidemment, ça devient un peu compliqué, mais est-ce que si on a fait un entretien alors assez élaboré avec le témoin, est-ce qu'il prend certains médicaments, etc. Est-ce qu'il y a des indices qu'il y a peut-être des raisons d'avoir des hallucinations? Tu parles de modèles parce que hypothèse au singulier, c'est trop faible. C'est plusieurs hypothèses qui ne sont même pas forcément compatibles entre elles, qui sont dans des champs différents, de la sociologie, de la psychologie, parfois même de la physique. Il va y avoir des phénomènes d'illusion, des choses comme ça. Et donc, il faut, pour avancer, pour progresser dans les connaissances et pour, comme tu dis, trouver l'aiguille dans la botte de foin, il faut appliquer toutes ces hypothèses. Il faut voir lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas. Et ce que tu présentes là finalement, c'est la question, est-ce que le témoin a triché? Voilà. Oui, c'est ça, la question de la fraude. Il y a deux versants. Il y a le versant pour qu'est-ce qui motive quelqu'un à réaliser une fraude. Et puis, il y aurait aussi le versant que j'ai moins abordé dans l'article, il est vrai, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un aurait plus tendance à croire à une fraude que quelqu'un d'autre. C'est un peu les deux versants qui m'ont semblé intéressants. Mais donc, pour cet article-ci, c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours intéressé, parce que je pense que justement, si on veut vraiment expliquer le phénomène OVNI, la question de la fraude est quelque chose d'essentiel. Or, il y a vraiment, vraiment très, 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 très peu. Je serais incapable de citer comme ça une autre publication sur le sujet. Évidemment, il y a des cas où les gens disent la personne c'est un faux, mais je veux dire, c'est pas de ça qu'on parle. Je veux dire vraiment des gens qui réfléchissent pourquoi est-ce qu'il y a des fraudes dans le phénomène OVNI et pourquoi les gens ont tendance à y croire. Quand on voit évidemment le nombre de choses qui se fait sur Internet, sur YouTube, et l'importance que ces cas peuvent avoir, donc parce que généralement en fait les cas qui sont pas des fraudes vont être plus banal, et alors voilà. Mais les cas qui sont des fraudes peuvent avoir des composantes plus impressionnantes. Bon, on mentionne évidemment l'autopsie de l'alien de Roswell, etc., qui vont structurer la perception qu'on a tous du phénomène à ce moment-là, parce qu'on a tous maintenant l'idée du gris comme à Roswell dans l'autopsie, quoi. Donc c'est un cas qui est une fraude, mais les cas de fraude peuvent façonner l'imaginaire qu'on a autour du phénomène OVNI. Oui, alors tu ne le détailles pas, tu le mentionnes, mais sans le détailler, tu envoies à des références. Il y a un autre cas qui est vraiment avéré, qui a mis longtemps en fait à être avéré comme fraude, même si cette hypothèse avait été soulevée très tôt, dès 1993, par des chercheurs. C'est le cas de Petit Réchin. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que tu apportes un élément supplémentaire, c'est un entretien que tu as pu conduire avec la personne qui s'est retrouvée un peu engagée dans cette fraude.
d'une photo, en fait, en particulier. Oui, c'est la photo de Petit Rochin, et c'est vrai que bon, elle est super célèbre en ufologie, et j'ai eu la chance quand Patrick Maréchal, donc l'auteur de La Fraude, a révélé la fraude, je l'ai rencontré 1 ou 2 mois après qu'il ait parlé à la presse, hein, je pense, et j'étais en compagnie du physicien Pierre Maguin, qui était un physicien français, un belge, je veux dire, qui avait travaillé sur la photo. Et comme tu le disais, Pierre Maguin avait émis des doutes par rapport à la photo très 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 tôt après l'émission de la photo. Et c'est vrai que, parce que c'est une photo, en plus, c'est là qu'on voit pourquoi est-ce que les gens sont convaincus. C'est une photo où bon, on voit des points lumineux, etc. Mais il n'y a pas d'éléments de décor, on voit pas la taille de l'objet. Il y a pas de. C'est pas comme si on avait un objet qui vole près d'un immeuble ou on a juste un fond noir avec des lumières dans le fond. J'ai toujours envie de dire, est-ce que c'était vraiment une photo si impressionnante que ça? Mais donc. Oui, donc j'ai eu la chance de l'interviewer, donc il y a des extraits de l'interview. C'était un long entretien, plus d'1 heure, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'elle est publiée intégralement quelque part, d'ailleurs? Oui, elle est en annexe de ma thèse pour ceux qui voudraient aller lire l'intégralité de l'interview. Et cette thèse, elle est publique, on peut la trouver quelque part? Oui, sur ma page Academia, elle est en PDF, et puis sinon, il est possible de la se procurer en version physique aussi, mais gratuitement en PDF sur Academia. Oui, voilà, et donc là, ce qui était super intéressant, c'est que ce qu'il décrivait, c'était un processus qu'on avait déjà discuté avec différents ufosceptiques, qui est que parfois le témoin peut faire une blague à un groupe un peu limité de personnes, et puis finalement, cette blague, elle explose dans les médias, et puis ça devient de plus en plus dur de faire marche arrière dans ce qui a été dit, hein. L'autre cas c'est Éric Maillot-Eco qui pensait pour le cas de Trans-en-Provence, hein, que ça serait donc où il y a une trace physique, l'OVNI se serait posé, puis il y aurait une trace sur le sol. Il n'y a pas la démonstration, ou en tout cas il n'y a pas l'aveu. Oui, il n'y a pas l'aveu pour le cas de Trans-en-Provence. Si on reste sur Petit Richard, qui est un des cas pour lesquels on a le processus complet, quoi. Lance un truc dans un cadre particulier et qui très longtemps après fait l'aveu et détaille finalement pourquoi. Là, on a quel genre de motivation pour la tromperie Donc clairement, clairement, il travaillait dans une usine et il voulait faire entre guillemets une blague à ses copains d'usine, et puis une des photos s'est retrouvée dans les mains d'un journaliste, et alors à ce moment-là, ça a été connu dans la presse nationale, et bon, une fois là, donc au départ c'était vraiment un groupe limité, encore une fois, de personnes qu'il voulait entre guillemets tromper pour la blague, c'est ses copains de travail, et puis il s'est retrouvé dans une situation, ça devenait très très difficile une fois que la presse nationale venait l'interroger, de dire non, en fait il a attendu 15 ans là, je sais même pas. Ouais, 20 je crois, c'était les 20 ans là, un peu plus de 20 ans, ouais, c'était long, c'était même, c'est ça. Oui, il a attendu très longtemps pour faire son... Est-ce qu'il a décidé à sortir du bois? Je crois que oui, moi je pense que c'est le désir de célébrité, en fait, hein. C'est vrai que en sortant du bois, ça lui a permis d'avoir ses 15 minutes de gloire sur Internet, entre guillemets, comme on dit, mais c'est vrai que il avait l'envie de se faire connaître, et donc ça a fonctionné évidemment. Dès qu'il a confessé sa tromperie, les journaux, la DH, la Dernière Heure, qui est un journal belge très 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 titré canular intersidéral, etc. Donc il a fait la presse nationale, les journaux, etc. Et donc, effectivement, on arrive il y a des passages encore, on pourrait rentrer dans les questions, dans le détail, mais le troisième point que tu abordes, c'est la motivation de la tromperie. Et au final, dans l'article, tu vas en décliner 5 des motifs. Il y a l'argent, il y a la quête de célébrité. Là, tu viens de spécifier qu'elle peut être la célébrité avec le témoignage ou avec la révélation que le témoignage était un faux. Il y a le plaisir de tromper des gens qui se pensent plus intelligents ou quoi que ce soit. Il y a aussi des actions de démystification, de debunking, c'est-à-dire ça peut être intéressant pour un sceptique de tester la crédulité en créant un faux et en voyant comment il se transmet. Ça a été fait sur des travaux de rumeurs, des choses comme ça. Et tu le mets également en conclusion, ça peut être pour une motivation de convaincre. Tout simplement, on fait un faux pour que d'autres croient à la même chose que moi. Donc, il manquait un bout de preuve, je rajoute au bout et on en arrive là. Est-ce que tu en vois d'autres? Est-ce que tu veux détailler une d'entre elles?
Oui, non, c'est vrai que c'est ce que je détaille. Bon, il y en a peut-être d'autres. Et en fait, bon, j'espère que l'article sera aussi le début de la discussion sur le sujet et pas la fin de la discussion. Je pense pas que j'ai fait un article qui soit vraiment la somme. Enfin, j'y ai mis tout ce à quoi j'ai pu penser, mais il y a peut-être d'autres possibilités. Mais oui, donc c'est vrai qu'effectivement, il y a la recherche de célébrité ou le plaisir de tromper. En fait, je pense qu'on peut effectivement avoir le plaisir que sa vidéo ou sa photo soit célèbre, sans qu'on soit soi-même célèbre, juste parce on se dit, on a réussi à tromper tellement de monde, surtout des scientifiques, etc. Voilà, donc ça peut se situer pour moi aux deux niveaux, quoi, au niveau de la création du contenu lui-même et au niveau de une fois qu'on révèle qu'on l'a fait et qu'on a réussi à tromper son monde, à ce moment-là, on a une célébrité plus explicite encore, oui. Tu donnes deux exemples dans le champ du sous-coupisme, comme tu vas qui sont Adamski et Claude Vauillon, alias Raël. Oui, tout à fait. Oui, donc le sous-coupisme, ça c'est un terme de sociologie que j'utilise, et qui n'est pas de moi, qui désigne en fait ma définition, c'est que c'est une nébuleuse qui inclut tout ce qui est la croyance dans le fait que l'hypothèse extraterrestre expliquerait le phénomène OVNI. Bon, évidemment, il y a ces deux individus-là, c'est des fondateurs de cultes, de sectes ou de nouvelles religions, en fonction du vocabulaire qu'on préfère. C'est vrai que eux avaient une certaine, ils créent des faux dans le but de créer un mouvement par la suite, ou en tout cas de se donner du crédit, pour pouvoir créer un mouvement de ce type. Adamski, évidemment, dans les années 50, si mes souvenirs sont bons, il a créé plein de photos à base de maquettes, c'était la grande époque avec les maquettes, avec les fils et tout ça, ce qui est un peu maintenant beaucoup plus rare par rapport au trucage infographique et autres drones, etc. Mais oui, alors donc oui, il a été dans le désert rencontrer donc il a emmené un groupe dans le désert et puis il a dit je vais aller me promener un peu, et puis après quand il est revenu il a dit qu'il avait rencontré un extraterrestre, etc. Donc pour ça c'est des cas, c'était pour mentionner aussi le fait que la tromperie peut servir à des individus un peu scrupuleux pour créer des nouveaux mouvements religieux, donc pour se donner une certaine prestance auprès des futurs adeptes, je suppose. Mais du coup, là, à part de supposer qu'il y a toujours un mobile caché derrière les faux, est-ce qu'il y a des études un peu empiriques qui essaient de montrer quels sont les mobiles les plus présents, en fait? Est-ce qu'on a un pool de gens qui ont avoué, le cas documenté, et on arrive à repérer qu'est-ce qui joue le plus, quoi? Parce que est-ce qu'on fait vraiment beaucoup d'argent avec une photo, une vidéo d'OVNI? Je ne sais pas, en fait. Oui, je pense pas qu'il y a eu pour moi, il n'y a pas eu d'études empiriques. Encore une fois, un des rares auteurs qui s'est intéressé à la question de la tromperie, c'était Richard Wiseman, avec son article sur la deception, donc la tromperie. Et puis, même dans celui-là, il parle pas du tout du phénomène OVNI, il parle surtout c'est toujours le problème du côté du paranormal, c'est plus les médiums qu'on utilise pour étudier la tromperie, puisqu'on voit bien les problèmes de tromperie qu'on peut avoir chez les pseudo-médiums. Et c'est vrai que c'est même quasiment probablement plus facilement étudiable que la tromperie dans le phénomène OVNI. Mais c'est vrai que ça m'a toujours un peu... c'est aussi ce qui m'a un peu encouragé à faire l'article, parce que les parapsychologues, ils discutent beaucoup de la tromperie potentielle chez les pseudo-médiums, mais les ufologues, finalement, discutent très très peu de la tromperie potentielle chez les témoins d'OVNI. Il y a une sorte de... l'attitude de base des ufologues, c'est toujours de penser que le témoin est fiable, de bonne foi, etc. Et nous, on est juste les méchants sceptiques qui disons, mais non, c'est pas forcément vrai. Et donc, c'est vrai que c'est un peu plus pour encourager justement ce genre de travail, de dire d'études. Mais malheureusement, oui, non, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de travaux là-dessus. Après, évidemment, en plus des faussaires qui témoignent, même du côté ufologique, c'est vraiment extrêmement rare. Donc, il faut même Adamski, à ma connaissance, par exemple, ou Claude Vauillon, ils ont pas confessé une tromperie. C'est juste on peut essayer de dire, on voit qu'il y a un trucage de la photo, on voit le fil de la photo pour Adamski. Par rapport au clone humain.
Il a dû admettre que c'était pas vrai. Ah oui, les fameux clones. Oui, c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là, mais oui, il y a eu tellement de rebondissements avec toutes ces histoires. Mais c'est vrai que c'est un aspect intéressant de ton article, c'est que tu as été pioché dans le champ de la parapsychologie, cette problématique de la psychologie de la tromperie qui est un des aspects de la psychologie du témoignage et qui effectivement mine les études de cas où on doit se fier à la réputation, à l'autorité épistémique, soit d'un scientifique, soit d'un médium, d'un sujet lui-même. Et là, on a l'impression que dans le champ ufologique, on est encore balbutiant dans ces approches de psychologie du témoignage. Oh, totalement, c'est ça ça me sidère un peu en fait, je pense. Mais finalement, même les rares personnes qui sont un peu intéressées à ce sujet, généralement, c'est du côté de la parapsychologie qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont des parapsychologues aussi. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre pour moi. Mais oui, enfin voilà, c'est un peu un défaut lié, je pense, à l'aspect plus pseudo-scientifique de l'ufologie, ou moins manque de structure de l'ufologie. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'aussi un des aspects que j'aborde dans l'article, c'est le concept en anthropologie d'ostension, là, le fait de vouloir manifester une légende, hein, donc pour les c'est un concept qui m'intéresse assez bien depuis quelques temps. Donc l'idée d'ostension, c'est quand il y a une légende urbaine qui existe et puis que quelqu'un imite, hein, classiquement par exemple, l'idée que à Halloween on mettrait du poison dans un bonbon donc ça c'est une légende urbaine qui existe depuis très longtemps et puis à un moment donné il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre qui a réellement mis du poison dans un bonbon. Donc c'est des gens qui imitent des comportements. Le cas des fées de Cottingley, en fait, voilà, les fées font partie du folklore. Et en découpant des fées dans des livres, des jeunes filles ont pris des photos, les ont publiées comme authentiques et ont fait revivre temporairement le mythe des fées. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'était un concept qui m'intéressait. J'en ai parlé avec Aurore Van de Winkel, qui est une folkloriste qui est connectée aussi enfin, je veux dire, son diplôme, elle me dit toujours son diplôme est en communication, mais elle a pas un diplôme de folkloristique. Mais bon, son centre d'intérêt, c'est la folkloristique. Parce qu'au départ, je me dis, oui, mais l'ostensiation, ça peut être que pour une légende urbaine, et le phénomène ovni, c'est pas vraiment une légende urbaine, parce que pour avoir une légende, normalement, on n'est pas supposé connaître le témoin originel pour le phénomène ovni. Mais elle était pas d'accord. Elle disait, mais non, c'est clairement l'ostension est clairement vraie pour le phénomène ovni. Donc j'y réfléchissais un peu et c'est vrai que c'est l'idée qu'il y a ce mythe et puis alors il y a tous des comportements qui font qu'on rend le mythe réel dans la réalité en gros et les faux évidemment en feraient totalement partie. Certains témoins, ça pourrait être ça aussi, quoi. Ils voient quelque chose dans le ciel, mais donc ils donnent vie au mythe en témoignant d'une certaine façon. Mais le faux, ce serait l'exemple princeps d'amener la mythologie dans la réalité finalement. Et d'ailleurs avec toutes les histoires avec Grush là qui sortent aux États-Unis pour le moment, avec des gens relativement haut placés, mais enfin bon, ils sont plutôt au milieu dans les échelons des systèmes top secrets qui disent ils ont entendu que d'autres personnes leur ont dit qu'il y avait des programmes top secrets avec des vaisseaux spatiaux qui auraient été récupérés, des corps, etc. Mais évidemment, ils n'ont pas de preuves tangibles de ce qu'ils disent. J'ai l'impression qu'on est vraiment à 200% là-dedans aussi, quoi. C'est des gens. Enfin, pour moi, je dis toujours, je pense pas. Bon, après, c'est possible, mais je pars pas du principe qu'ils mentent, mais c'est vrai qu'ils sont convaincus de quelque chose et puis ils participent de ce phénomène de rendre le mythe réel pour tous les gens qui acceptent ce qu'ils disent alors qu'ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils avancent. En gros. Et c'est quand même assez étonnant parce que d'autres travaux qui ont pu être faits ont été de montrer que dans la science-fiction, même 19e, début 20e, avant que le phénomène s'incarne d'une certaine façon, il y avait déjà tous ces éléments. Donc on va retrouver chez Bertrand Meaus, etc. Donc la culture a porté en fait cet imaginaire. Après, ça a été incarné de certaines personnes qui témoignaient directement de sorte de vécu mythique. Et là, finalement, on ne sait plus où on en est du réel et de l'imaginaire. Ouais, mais eux, pour ceux qui ne connaissent pas, il avait travaillé sur les enlèvements par les extraterrestres en montrant que toute l'imagerie des enlèvements par les extraterrestres préexistait de plusieurs décennies au premier cas d'enlèvement. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ici, encore cette semaine, pour prendre vraiment dans l'actualité, il y a encore un journaliste américain qui dit qu'il a entendu et qu'il sait qu'il y aurait en fait des vaisseaux qui se seraient écrasés sur Terre et qui seraient tellement grands que le gouvernement américain n'aurait pas été capable de les déplacer et qu'ils auraient construit des bâtiments autour. Donc là, il y a tout UFO Twitter qui est en train de chercher des bâtiments ronds un peu partout dans le monde qui pourraient dissimuler des vaisseaux gigantesques.
Mais en fait, on trouve ça dans Men in Black, on trouve ça dans Indiana Jones 4. En fait, on peut retrouver les sources de la science-fiction totalement directement. Alors après, bon, je sais pas réellement en termes de croyance que beaucoup de gens acceptent cette idée immédiatement comme ça, mais c'est quand même fou de voir que sur Twitter, tout le monde s'enthousiasme et se met à chercher sur Google Maps des bâtiments circulaires, quoi. Parce que c'est justement, encore une fois, ces processus d'amener la mythologie dans le réel. C'est pour ça que finalement, ta démarche elle est légitime et justifiée de partir de la sociologie et de la psychologie pour aborder tout ça. Tu le dis un peu dans l'article, sur une sorte de recul épistémologique, mais en fait, l'ufologie, c'est d'abord une science de témoignage, pas d'expérimentation, pas d'observation, de preuves physiques, etc., mais d'abord de témoignages. Oui, c'est ça, c'est Manuel Jiménez qui avait fait sa thèse au début des années 90, 90 pour les Français, mais il disait que le phénomène ovni, c'est pas l'étude des ovnis, c'est l'étude des témoignages d'ovnis, hein. Donc on n'a pas accès directement aux ovnis, donc on ne peut étudier que les témoignages, et donc c'est vrai que ça change totalement la donne, hein. Parce que comme je dis, c'est vrai que quand on est un chercheur en psychologie et qu'on pose des questions par questionnaire aux gens ou par entretien, etc., on part du principe que les gens n'ont pas de raison de nous mentir, en gros. Mais en ufologie, voilà, avec les différents mécanismes dont on est en train de parler, justement, les gens pourraient avoir des motifs. Enfin, bon, je dis pas que c'est forcément conscient, mais des motifs sociologiques d'exagérer ou de rajouter du merveilleux, d'enchanter le monde aussi, on pourrait dire. Et tu disais, c'est une pseudo-science, c'est une science qui a du mal à décoller. On peut avoir des approches critiques, sceptiques dans le champ de l'ufologie, mais tu dis là, par exemple, le fait de simplement changer, par exemple, le vocabulaire, de passer d'OVNI à PAN, phénomène aérospatial non identifié, ne changeait rien. C'est comme en parapsychologie, il y a 15 000 noms, il y a eu métapsychique, science psychique, psychotronique, etc. On aboutit toujours finalement à une récupération culturelle un peu par le bas, hein, nivelée, de tout ça, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une recherche de légitimité par du changement de vocabulaire. Alors moi, c'est vrai que je suis assez résistant à ça, mais au départ, les soucoupes volantes et les disques volantes, il y a déjà eu un premier changement de vocabulaire pour aller vers OVNI. Puis maintenant, évidemment, il y a un nouveau, ils essayent de faire, enfin bon, on peut dire qu'il est effectif, mais bon, parce que même la NASA l'a adopté, qu'il y a un changement de vocabulaire pour aller d'OVNI vers PAN. Alors ce qui est marrant, avant c'était phénomène aérien non identifié, mais alors la NASA, elle propose phénomène anomalous, donc un phénomène anomalous, c'est toujours pénible à traduire, mais anormaux, inhabituels, anormal. Mais alors c'est encore plus vague, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Si on dit un phénomène anormal non identifié, ça... Toute théorisation, toute interprétation, un côté purement factuel, quoi. Alors que bon, au moins avec le terme OVNI, on sait de quoi on parle, hein. J'ai récemment on m'a sauvé un article dans l'autre sens, enfin c'est pour une autre revue, mais une revue américaine qui s'intéresse au phénomène OVNI à peer reviewer, et c'est vrai qu'ils utilisent le terme PAN aussi, et je suis toujours là, mais enfin, il y a eu plein de publications par le passé avec le terme UFO, OVNI, quel est le problème avec ce terme-là, hein? Enfin, à part enfin, il y a aucune différence, enfin, on peut pas distinguer les deux termes en disant que PAN serait autre chose que des OVNI finalement. Et donc, alors, ton article, il y a une question qui porte sur la méthodologie, comment tu l'as construit. C'est une sorte de revue de littérature, de revue de questions. Mais par exemple, si aujourd'hui, tu voudrais qu'on étudie mieux la psychologie de la tromperie en ufologie, qu'est-ce que tu conseillerais méthodologiquement ? Oui, je sais pas, je pense que c'est un peu aux jeunes de voir ce qu'ils pourraient faire, mais essayer peut-être de recenser de manière plus systématique déjà tous les cas où on a une tromperie avérée, où on est certain à 95% qu'on est bien face à un cas de tromperie, et essayer de faire un catalogue de ce genre de cas, et puis à partir de ce catalogue, essayer de voir ce qu'on peut en tirer comme règle générale, hein, ça serait pas mal ça. Et tu suggères aussi quelque chose, tu disais, il y a une deuxième question, c'est pourquoi le phénomène truqué se répand mieux, hein. Il y a cette idée-là, et ça pourrait être intéressant de présenter des images truquées, très clairement truquées, d'autres qui le sont moins, de voir comment les gens les préfèrent et comment les gens justifient en fait ces choix derrière. Ouais, ça serait pas mal, ouais, effectivement, bonne idée. Ouais, il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que les autres pays perdent leur temps à faire ce type d'études ?
à étudier le phénomène OVNI. Oui. Oui, c'est vrai qu'en Belgique, on n'a pas de centre officiel d'études des OVNI. En France, vous avez le CNES qui a le GEPAN. Aux États-Unis, donc la NASA maintenant le fait officiellement, et puis le département de la Défense aussi. Enfin bon, c'est des trucs qui sont en gros mouvement pour le moment. En fait, pour moi, est-ce que c'est une perte de temps? Je pense pas que ce soit une perte de temps. Enfin, moi j'aime bien la version GEPAN, en fait. Je suis assez fan. Je pense que le gouvernement n'investit pas énormément dans le GEPAN, mais en même temps, ça permet quand même d'éduquer le public et d'obtenir des résultats statistiques sur le nombre d'observations. Enfin, je trouve que le GEPAN en fait, après, c'est au niveau de combien d'argent on met dans ces programmes. Les Américains, évidemment, ils risquent de mettre beaucoup plus d'argent, c'est toujours. Mais moi, je suis pas contre du tout l'idée qu'il existe des services d'études. Bon, pour autant qu'évidemment, il y a une diversité d'opinions et de positionnement dans l'équipe. Hein. Par exemple, dans l'équipe de la NASA, ils ont été chercher pas mal de gens, y compris du côté sceptique, ils ont pris Michael Shermer. Voilà, il y a d'autres orientations théoriques qui sont représentées. Donc voilà, tant que c'est pas juste un côté de la balance qui est représenté, ça c'est bien. Bon, alors après, perte de temps. En plus, l'armée, elle doit quand même savoir ce qui traîne dans leur ciel. Donc, je pense que pour l'armée, c'est quand même important de repérer tous les cas qui peuvent être expliqués par des engins russes ou chinois pour les Américains. En plus, on a eu le cas quand même récemment du ballon chinois là qui est allé aux États-Unis. C'était d'ailleurs marrant parce que voir la différence, voilà, un objet totalement réel qui se présente. On ne sait pas quel est le pilote qui l'a battu, mais on l'a abattu. Mais je veux dire, on a des belles photos de l'objet avant qu'il soit abattu, puis on a filmé quand on l'a abattu. Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucun doute que l'objet existait réellement. On voit qu'est-ce qui se passe quand des pilotes de chasse rencontrent des objets bien réels, quoi, qui sont dans leur espace aérien. C'est des ovnis bien réels. Oui, c'est un ovni bien réel. Mais voilà, donc... Ouais, moi je pense que l'armée aussi, c'est totalement légitime que l'armée s'intéresse à ce qui traîne dans son ciel. Après, on a une idée de ce que ça représente, je ne sais pas, le nombre de témoins par année dans une population, le nombre de gens qui disent oui, dans ma vie, j'ai vu une fois au moins un ovni. Ouais, non, j'ai jamais vu ce genre de statistiques, même ça n'a jamais vraiment été fait. Hein. C'est vrai que non, aucune idée. Je crois que ça a été fait. Ah ouais, en tout cas, si ça a été fait, en tout cas, de mémoire, ça ne me dit rien. Je pense que c'est un des phénomènes, enfin, souvent le plus faible dans les questionnaires, mais qui peut quand même toucher 1-2% de la population. Ouais, j'imagine que ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Mais c'est vrai que c'est toi qui es. C'est pas négligeable non plus, là. C'est toi qui es plus ce genre de questionnaire. C'est ce genre des études par questionnaire de type. Mais c'est aussi, enfin, en inversant les choses, la parapsychologie, elle était aussi partie de cette idée, il y a des super phénomènes derrière, c'est génial, ça prouve ça ou ça ou ça. Et en fait, ils sont revenus un peu de ça avec cette idée, non, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on a une masse de gens qui rapportent ça, qui vivent ça, et chez qui ça a des répercussions très importantes. En sciences humaines, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas contourner en disant « non, folklore, c'est du grand n'importe quoi, c'est les mythes, etc. » Non, c'est un phénomène réel psychologiquement, sociologiquement, culturellement, et donc il y a plein de voies d'entrée. Et c'est pour ça aussi que la parapsychologie est aussi devenue une sorte de psychologie du paranormal, psychologie anomalistique. Et je me demande si l'ufologie, elle peut faire cette mule. Oui, je ne sais pas, mais ouais. En tout cas, c'est vrai que ça vaut toujours la peine d'avoir des chiffres objectifs pour ce genre de choses. Par exemple, l'église israélienne, je me souviens que j'avais regardé une fois pour la Belgique, c'est pratiquement dérisoire en termes de membres, il y a pratiquement rien. Enfin, j'en ai rencontré quelques-uns à certains congrès ufologiques en Belgique, mais voilà quoi, on peut avoir une représentation démesurée de quelque chose. Enfin, on a l'impression que les Israéliens on pourrait avoir l'impression, parce qu'ils sont parfois présents dans les médias, mais en réalité, c'est pas un groupe tellement grand, quoi. Ils sont actifs sur le moi, c'est parce que je suis l'actualité ufologique que je vois qu'ils sont actifs sur les réseaux et que Claude Vorillon arrête pas de poster des tweets conspirationnistes tout le temps, mais à part ça, c'est pas un groupe très, très important. Oui, je ne sais pas. Écoute, on a le nouveau bouquin, là, qui est sorti sur la psychologie des témoins d'OVNI, qui est une grosse masse. Voilà, c'est la psychologie des témoins d'OVNI. Maintenant, le titre exact. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas préparé à côté de moi, zut.
Et en tout cas, tu contribues à cet ouvrage qui a été lancé par qui, pour le coup? Alors des ufologues, ufologues sceptiques espagnols que je connais de longue date, Ballester Olmos, oui c'est lui le principal. Alors il a été quand son co-éditeur c'est Hayden, voilà c'est les deux, mais enfin la cheville ouvrière ça a été quand même Ballester Olmos. Et donc le titre c'est The Reliability of UFO Witness Testimony, donc la fiabilité des témoins d'OVNI, ouais. Oui, donc c'est une brique qui fait 500-600 pages, un truc comme ça, c'est un bottin de téléphone, avec vraiment des contributions sur beaucoup de choses, il y a un chapitre sur les enlèvements par les extraterrestres, etc. Moi j'ai un petit article en tant que second auteur avec Eric Maillot sur le cas de Valençol, mais voilà, on a contribué là-dedans. Donc ça c'est. Il y a des recherches, c'est ça qu'il faut comprendre. On entend parler des cas spectaculaires qui défraient la chronique Internet pendant une semaine, mais en réalité la recherche elle se fait ailleurs. Mais oui, moi j'ai toujours, enfin voilà, il y a souvent ce narratif qui m'agace un peu en disant on n'étudie pas le phénomène, enfin on n'a jamais étudié le phénomène OVNI, le phénomène OVNI fait pas l'objet d'études, on commence seulement à s'intéresser aux pannes, enfin des choses comme ça, alors qu'en fait je pense que des études sur le phénomène OVNI, il y en a eu depuis toujours quoi. C'est juste que soit les gens qui disent ça, c'est parce qu'en fait les conclusions qui ont des études qui ont eu lieu, comme le projet Blue Book, etc., sont pas les conclusions qu'ils veulent avoir. Donc, en gros, le programme de recherche n'ayant pas amené aux conclusions qu'ils souhaitent, le programme de recherche n'existe pas, quoi. C'est un peu ça, le raisonnement. C'est un peu, ce que je trouve un peu bizarre. Oui, ou alors c'est juste par ignorance, mais en fait, des études sur le phénomène. Après, évidemment, comparativement à d'autres sujets, forcément, mais il y a toujours eu des gens qui ont fait des études scientifiques sur le phénomène OVNI. Après, oui, d'accord, c'est pas énorme, mais encore une fois, je suis pas convaincu que le phénomène OVNI demande plus de travaux que ça. En fait, c'est encore une fois quand on est convaincu qu'il y a de l'extraterrestre derrière que ça demande plus de travaux. Mais encore, ouais, je discute, enfin voilà, sur l'article que je peer reviewais, justement, pour la revue américaine, l'auteur disait, écoutez, le phénomène des pans n'a jamais étudié enfin, les scientifiques commencent seulement à s'y intéresser maintenant. Je dis, mais c'est pas vrai, quoi. Enfin, je peux citer des tonnes et des tonnes de références des dernières décennies. Même toi, je suis sûr que tu connais Persinger avec ses théories en parapsie sur les plaques tectoniques, ça date des années 80. Et Persinger, il a fait quand même pas mal de publications qui étaient toutes dans dans Psychological Reports, je pense, c'était dans des revues à comité de lecture. Enfin, il y avait un petit problème avec Persinger, c'est qu'il publiait beaucoup dans Perceptual and Motor Skills. Ah oui, c'est ça, oui. Sa revue. Oui, c'est ça, en quoi. termes de peer review, c'était pas génial, quoi. On va pas jeter la pierre parce qu'on est un peu les premiers publiants pour lancer la revue, mais on invite les gens à soumettre. Et d'ailleurs, on a reçu effectivement nos premières soumissions de personnes extérieures au comité para. Et aussi une autre chose qu'on a faite, j'en profite maintenant, mais c'est qu'on a traduit des articles qui pouvaient nous intéresser, d'auteurs là pour le coup allemands, mais qui ont publié aussi en anglais. Le dernier en question, c'était Heller Voss, qui est un anthropologue qui a étudié le scepticisme et le scepticisme dans ses actions de démystification, de debunking, notamment de pseudo-médiums américains starifiés. Et donc, c'était très intéressant d'avoir le double terrain du pseudo-médium et des gens qui essaient de tromper le médium et le médium qui essaie aussi de dire « mais non, je savais qu'ils essaient de me tromper, etc. » Donc, il y a toute une machinerie derrière et c'est une observation de terrain analysée comme ça. Donc voilà, on a des choses qui nous montrent qu'on peut approcher le phénomène OVNI de plein de façons avec les sciences humaines, sans forcément dire qu'il n'y a pas de réalité derrière tout ça, mais il y a aussi des données réelles de la vie de tous les jours. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai que pour Persinger, je suis d'accord, totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que les travaux de Persinger ont été critiquables et ont été critiqués de toute façon, mais c'est juste mon point, c'était juste, on peut pas faire comme si tout ça n'avait pas existé, comme si, voilà, quoi, il y a eu des tas de publications par le passé, et donc il y a quand même une histoire, il y a quand même un état de l'art, un état du domaine, et toujours faire comme si on s'y était pas intéressé jusqu'à présent, juste parce qu'en fait, tant que la conclusion du papier, c'est pas, il y a des extraterrestres parmi nous, on considère que tout ça n'existe pas, c'est un peu ça qui est agaçant dans cette rhétorique-là. Oui, il y a beaucoup des newcomers dans les fields, dans les champs, donc des gens qui débarquent et qui ont l'impression de découvrir un monde extraordinaire et d'être des pionniers et donc de dire mais là je vais arriver, ça va changer. Et en fait il y a toujours un passif finalement pour entrer en ufologie. C'est une discipline qui a quand même
maintenant ces textes clés, des niveaux de réflexion, des interactions. Et c'est vrai que c'est pas forcément le niveau des forums parfois sur Internet, si ça existe encore. Alors, il y a quand même des questions dans le chat pour montrer qu'il y a différents volets. Par exemple, toi, avec ton approche modèle socio-psychologique, qu'est-ce que tu peux dire du projet SDLN ? Bah écoute, les SDLN, c'est pas trop mon dada, hein, mais en tout cas, chez les ufosceptiques francophones, ça a souvent généré beaucoup de discussions et beaucoup de scepticisme en fait, en considérant que bon alors c'est l'idée que à SDLN, pour ceux qui connaissent pas, il y aurait un phénomène météorologique probablement inconnu qui serait spécifique à ça. Bon, et encore une fois, c'est pas mon sujet de prédilection, donc en tout cas, il y a certains sceptiques francophones qui considèrent que jusqu'à présent, les preuves avancées qu'il y aurait vraiment un phénomène inconnu à SDLN ne sont pas concluantes. Maintenant, oui, enfin, donc il y avait ça, et puis de toute façon, pour moi, SDLN, en fait, moi, j'ai pas tellement de problème avec l'idée qu'il y aurait un phénomène météorologique, enfin, que des phénomènes météorologiques pourraient expliquer des observations d'OVNI de manière générale. En France, il y a évidemment c'est Piccoli qui s'appelle, je pense. Ouais, j'ai un doute sur son nom, mais en tout cas, un spécialiste de la foudre qui travaille pour le GEPAN et qui pousse un peu cette explication-là pour certains cas, ce qui génère aussi des discussions chez les sceptiques. Dans quelle mesure est-ce que les photos qu'il présente sont concluantes sur le fait que la foudre en boule ou des phénomènes de foudre spécifiques existeraient? En gros, pour moi, c'est un sujet pour les spécialistes de la foudre. Enfin, ça montre aussi deux choses. C'est que, en fait, quand on approche ces sujets, il faut être ouvert à toutes les hypothèses. Une forme de réalité inconnue, ou alors qu'on connaît, mais dans des domaines qu'on n'aurait pas pensé. Là, je veux dire, il se fait appel peut-être effectivement à la météorologie, c'est une science à part. Donc, il y a cette approche-là. Et puis, les sciences humaines ne peuvent pas avoir le privilège, l'ambition de tout expliquer comme ça, d'appliquer simplement un modèle unique, sans discuter aussi avec les sciences naturelles. Là, il y a besoin d'interdisciplinarité. Oui, évidemment, ça peut aussi lever des contre-arguments à base de swamp gas, qui était l'explication, le debunking classique dans les années 60-70 là, de Heineck, enfin de certains décédés. Donc des gaz au-dessus des marais qui prendraient feu, qui feraient des boules de lumière. Enfin, c'est devenu pratiquement une blague en ufologie en disant que ce que le témoin a vu, c'était un gaz des marais. Mais bon, moi, en tout cas, ma position là-dessus, c'est effectivement que il y a certainement des phénomènes de foudre qui sont parfois confondus, parce qu'il y a de la foudre, ça peut être vachement impressionnant. Et bon, après, dans la masse, dans ma botte de foin, que sont l'ensemble des cas d'OVNI, le pourcentage de cas qui doit s'expliquer par des méprises avec des phénomènes de foudre granulaire, des machins pareils, à mon avis, doit être assez faible. Pour le reste, je laisse ça à débattre aux spécialistes de la foudre, surtout est-ce que la foudre en boule existe vraiment. Moi, j'ai aucun problème. Enfin voilà, je suspends mon jugement sur la question. Il y a des ufosceptiques qui sont beaucoup plus sceptiques que moi de la question et qui considèrent que ça n'existe pas. Mais... Tu es auteur d'une thèse sur l'OVNI, ben voilà, c'est rare. Tu es même interviewé de temps en temps. Et effectivement, là, tu réponds en disant, mais il y a plein de dossiers, je ne maîtrise pas l'ensemble des dossiers, il y a des compétences scientifiques parfois nécessaires, complémentaires que je n'ai pas, mais on a cette vision du mec qui doit forcément connaître l'ensemble du champ. Et c'est déjà une représentation de la discipline qu'il y a derrière qui est erronée. Bah non, c'est la même chose pour tous les types de prototypes d'avions furtifs et tout ça. C'est encore un autre champ où je pourrais dire que je suis pas un spécialiste non plus, mais c'est vrai que c'est clair que les fans d'aviation et de projets militaires d'aviation ont aussi des choses à dire dans le domaine, clairement, parce que bon voilà, c'est des choses. C'est sûr que certains avions furtifs sont à l'origine. Non, c'est sûr qu'ils sont à l'origine de certaines observations. Mais effectivement, en fait, le domaine est tellement vaste que c'est pas quelque chose qu'une seule personne peut maîtriser. C'est clairement un domaine totalement pluridisciplinaire. Et donc, toi, tu as fini ta thèse depuis maintenant 7 ans. Est-ce que tu as encore des projets, des idées scientifiques que tu aimerais voir travailler dans ce champ, la continuité du modèle socio-psychologique, des questions que tu te poses?
Bah écoute, oui, du côté vraiment scientifique, non, en fait, en toute honnêteté, pas tellement. Je suis un peu sorti, un peu sorti de ma brousse en me disant, ben oui, je vais aider à lancer la revue là, parce fallait avoir un peu de contenu. Mais honnêtement, voilà, l'ufologie, je pense que, enfin, je dirais pas que j'ai pris ma retraite, mais enfin, j'aime bien suivre l'actualité pour voir ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas immédiatement de projets en termes de publication, etc. Ouais, je suis probablement, enfin, en fin de thèse, je suis sorti, comme tous les thésards, on en a tous un peu marre du sujet sur lequel on a travaillé. Mais voilà, quoi, en fait, il y a tellement de choses qui m'intéressent que maintenant, c'est vrai que je continue toujours à suivre l'actualité puisqu'on me sollicite parfois sur certaines chaînes de TV pour avoir un avis et que j'aime bien savoir ce qui se passe, surtout du côté outre-Atlantique où les Américains, ils ont toujours des rebondissements en tout genre. C'est assez, enfin, après ça, c'est assez amusant de suivre tout ce qui se passe et tout ce qui se raconte. Enfin, ces derniers mois ont été absolument extraordinaires. Mais voilà, c'est plus, j'en suis plus là, quoi, je dirais. Mais en termes de recherche scientifique, non, rien de spécial. En tout cas, j'espère, en fait. C'est vrai qu'il y a une chose. En fait, j'espère que d'autres personnes vont le faire comme moi. Mais surtout, par rapport à la revue, en fait, parce que la revue scientifique, c'est vrai que j'étais une des premières personnes à en parler au comité para. Et c'est justement parce que je trouve que ça vaut la peine qu'une revue comme ça, je trouvais que ça valait la peine qu'une revue comme ça existe, ou des articles sur ce sujet puissent être publiés. Parce que des articles sur le phénomène OVNI et d'autres sujets similaires, hein, c'est difficile de trouver des revues qui soient particulièrement preneuses de ces articles. Et puis, comment dire, oui, donc il y a la difficulté, et puis parfois, bon, il y a des revues anglo-saxonnes, mais souvent, ouais, justement, on l'a évoqué, c'est plus des revues de parapsychologie, donc j'ai eu des articles qui étaient refusés juste parce qu'ils me disaient, ben non, on est plus intéressé par le psy que par les ovnis. Voilà, alors finalement, j'avais trouvé l'article de la SAP, là, qui est une association britannique qui publiait, donc là, j'ai publié quelques articles chez eux, mais c'est vrai que, en fait, finalement, trouver un endroit qui permette de publier des articles sur le phénomène OVNI, c'était pas facile. Et donc, c'est vrai que j'espère que des petits jeunes zététiciens reprendront la flamme et maintenant qu'on a créé la plateforme, continuera à travailler sur le sujet. Parce qu'évidemment, il y a le comité NERES des groupes ufologiques qui existent, mais alors, bon, ils sont plus âgés aussi et puis ils ont parfois un peu de difficulté à transférer ce qu'ils font comme travaux en langage académique. Donc, même là, il y a du travail à faire. Donc voilà, même j'aimerais bien que certaines choses du CNEGU arrivent chez nous, mais malheureusement ils sont pas toujours très motivés en disant on a déjà fait des PDF de ces trucs, enfin voilà, sur les crop circles, etc. Et ils n'ont pas l'habitude en gros du langage universitaire et donc ça les décourage un peu, mais enfin voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Hein. J'espère que c'est surtout ça que j'espère en fait, plus que moi qui produise des contenus. Mais c'est très bien. Je me permets d'intervenir maintenant parce que je trouve que le nombre de personnes qui se sont connectées à ce live, le nombre de téléchargements qu'on a sur ces articles qui sont encore les premiers, le fait que la revue soit encore en train de débuter, c'est très encourageant. Et donc du coup, moi, je trouve ça très bien et j'espère que ton appel sera entendu. J'avais deux petites questions, une question un peu naïve de moi, mais avant, j'ai vu passer quelque chose dans le chat sur lequel on peut peut-être rebondir, même si tu en as parlé à un moment. Quelqu'un qui, je ne sais pas si la personne a lu l'article ou pas, mais discutait du fait que c'était dangereux de partir en psycho, en sociaux, du principe que les gens n'ont pas de raison de mentir. Et là, évidemment, dans le contexte de faire des témoignages d'OVNI, on peut avoir des raisons en fait d'essayer d'attirer l'attention sur soi. Et donc, comme j'ai vu quelqu'un mentionner, revenir là-dessus dans le chat, je me disais que peut-être ça pouvait avoir la peine d'en reparler un tout petit peu. Oui, tout à fait. En tout cas, du côté de la parapsychologie, ça c'est très débattu parce que bon,
qu'on pense qu'il y ait des vrais médiums ou pas, en tout cas, même les parapsychologues qui sont convaincus qu'il y a des vrais médiums, ils pensent qu'il y a quand même beaucoup de pseudo-médiums, ce qu'on appelle les pseudo-médiums dans la littérature. Et donc, être capable de les différencier, entre guillemets, c'est un des enjeux, ou de les identifier. Oui, donc évidemment, donc, quand on va tester un médium qui est potentiellement un pseudo-médium, quelqu'un qui va utiliser de la tricherie, il faut évidemment mettre en place un protocole qui l'empêche potentiellement. Enfin bon, l'exemple classique, c'est Uri Geller, évidemment. Mais alors, évidemment, aussi quelqu'un comme Uri Geller ou quelqu'un qui est célèbre de manière antérieure au testing, peut avoir une motivation à tricher, puisqu'évidemment il peut essayer d'établir sa réputation à travers une expérience avec des scientifiques, et donc c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant à ça. Tandis que les expériences de parapsychologie qui se font avec des sujets tout venant sur base de l'hypothèse qu'on aurait tous du psy à minima, si on fait des expériences de psy avec des étudiants psycho, normalement les étudiants psycho n'ont pas de motivation à tricher. Par contre, si on fait venir un voyant célèbre ou un astrologue célèbre ou quelqu'un comme ça, lui peut non seulement avoir une pratique ou des techniques pour tout générer de la tromperie, mais en plus avoir la motivation de tromper les expérimentateurs. Donc, à ce moment-là, c'est des sujets qui sont abondamment discutés dans la littérature parapsychologique, évidemment. Mais du côté de la psycho, oui, effectivement, ça peut. On part du principe que normalement, les gens qu'on teste, quand on prend des sujets tout venant, n'ont pas de motivation à tromper l'expérimentateur, mais c'est pas toujours le cas. Et puis après, il peut y avoir différents biais ou la présence, par exemple, mais ça c'est des choses qui sont discutées en psychologie dans les manuels sur comment faire de l'expérimentation. La personne va vouloir se montrer sous un beau jour, etc. Et donc même involontairement, entre guillemets, inconsciemment peut sélectionner des réponses qui soient pas. Enfin, c'est tout ce qui est sur le discours où elle rapporte des choses à son sujet plutôt que des choses qui sont directement observées, quoi. Enfin voilà, en 30 secondes, ce qu'on peut dire sur le sujet. Ok, je vois que alors qu'on était en train de penser peut-être finir, les gens deviennent de plus en plus actifs sur le chat. D'accord, tant mieux. Évidemment. Donc la personne clarifie un tout petit peu ce qu'elle avait en tête en parlant de l'effet de la désirabilité sociale, éventuellement d'attirer l'attention sur soi. On a aussi, je ne sais pas si c'est lié, mais dans une certaine mesure, d'autres personnes qui... Il y a mon chat qui a une question aussi, mais oui, donc quelqu'un qui demandait aussi s'il y avait des profils types qu'on retrouvait, par exemple, parmi les personnes qui soit faisaient des témoignages d'OVNI, soit s'il y avait, par exemple, est-ce qu'il y a une surreprésentation des hommes, des femmes, de certaines catégories sociales ou quoi que ce soit. Oui, écoute, il faut différencier deux choses, les témoins versus entre guillemets, la croyance dans le phénomène OVNI ou l'intérêt pour le phénomène OVNI. Au niveau de l'intérêt pour les phénomènes OVNI, après, Renaud pourra me corriger, encore une fois, c'est parfois plus son dana que le mien, mais les statistiques c'est de ce type-là. Mais classiquement, les hommes sont plus intéressés par le phénomène OVNI que les femmes, donc il y a un aspect de genre pour l'intérêt. Au niveau des témoins... là, on peut au niveau des témoins classiques, des gens qui voient des choses dans le ciel, je me souviens, je serais pas comme ça il doit avoir eu ce genre d'études aussi, mais je n'ai plus de souvenirs d'informations sur leur profil. Ce qu'on sait par exemple, c'est qu'en général, les témoins d'OVNI ne souffrent pas plus de troubles psychopathologiques que la population générale, quoi. Donc, c'était Carl Sagan même qui avait fait une étude de ce type-là. Est-ce que les témoins d'OVNI l'idée que les témoins d'OVNI seraient fous, quoi. Or ça a toujours été falsifié, quoi, par toutes les recherches que j'ai lues. On n'a jamais trouvé quelque chose de ce type-là. Maintenant, pour les enlèvements par les extraterrestres, et ça, c'est bon, les gens iront lire ma thèse, etc. Mais c'est vrai que ce qui a été beaucoup fait, c'est travailler, c'est l'engagement. Les gens qui pensent avoir été kidnappés par les extraterrestres ont probablement un profil psychologique assez particulier, entre autres un engagement dans la vie imaginaire plus important que la normale, avec une difficulté à distinguer le réel de l'imaginaire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ok, et donc la dernière fois, Tigrou m'avait déjà interrompu parce qu'il avait une question pour Renaud que j'ai pas fait passer. Donc là, ce que Tigrou voudrait savoir, c'est si c'est purement spéculatif, mais
avec certaines technologies nouvelles qui existent de différentes sortes. Il y a des technologies qui facilitent la fraude. En termes enfin certainement en termes de falsification d'images ou de choses comme ça. Il y a également des technologies qui facilitent l'erreur, la mauvaise interprétation, j'allais dire sincère, avec les drones, le fait que n'importe quel particulier peut avoir des lasers ou des trucs comme ça. Et donc du coup, on se demandait si tu avais une idée de comment ça pourrait éventuellement influencer le ratio la proportion de la fraude en fait dans les témoignages qui sont apportés. Le fait qu'il y ait à la fois plus d'outils finalement pour pouvoir éventuellement faire de la fraude et également, je pense, plus de façons de sincèrement se tromper en fait. Oui, enfin de données objectives sur les de ratios, je n'ai pas, mais c'est vrai que c'est totalement clair que la technologie influence les observations à 200%, mais c'est même pas quelque chose de nouveau. De toute façon, le phénomène OVNI, après il y a des choses qui un peu prédatent, mais bon, normalement c'est Kenneth Arnold en 1947. Donc il a fallu évidemment l'aviation, qu'on commence à mettre des objets dans le ciel pour que les gens commencent que le phénomène OVNI décolle. Pun intended. Donc c'est vrai qu'il y a en fait plus l'être humain met d'objets dans le ciel, plus les gens commencent à voir des choses dans le ciel, c'est incroyable. Mais après évidemment n'oubliez pas que la technologie c'est pas forcément des choses. Alors oui, les trucs technologiques qui ont fort influencé, il y a eu des vagues entre guillemets ou des impacts majeurs, les lasers de boîte de nuit. Ça évidemment vous savez tous maintenant à quoi ressemble un laser de boîte de nuit, mais quand les lasers de boîte de nuit ont commencé, ça a généré beaucoup de fausses observations. En fait, les gens voyaient des choses dans le ciel qu'ils ne reconnaissaient pas. Et ces 10 dernières années, ça a été surtout les lanternes de taille qui ont généré beaucoup d'observations. Parce que, alors là, c'est low-tech pourtant, mais les lanternes de taille, c'est ce qu'on utilise pour les mariages. C'est un peu comme des mini-montgolfières. On met dedans une bougie et alors ça monte dans le ciel. Mais si vous en mettez plusieurs, elles sont portées par le vent, ce qui généralement trompe le témoin parce que le témoin pense qu'un engin moteur, il devrait entendre un moteur. Oh là, ça va être totalement silencieux puisque c'est le vent qui pousse les ballons, les lumières. Et puis s'il y a les lumières, son cerveau va connecter les lumières entre elles. Et il va voir un grand objet ou même chose avec les flares militaires, les choses comme ça. Donc oui, la technologie influence clairement les drones, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, mais même les ballons métallisés, les bêtes ballons à hélium couleur métallisée avec la lumière qui réfléchit. On a des cas, quand le CNEGU avait le cas Dora, c'était une boubée gonflable de Dora qui avait été confondue par le témoin, donc son ovni avait la forme de Dora l'exploratrice. Mais oui, c'est absolument... donc c'est pas forcément high-tech, mais ça peut être toutes des choses qu'on fait voler dans le ciel. Alors maintenant pour la fraude, oui, avec les trucages infographiques sur YouTube, etc. Je pense que YouTube incite aussi évidemment la fraude, d'avoir des images cool à montrer sur une chaîne pour générer du clic, et TikTok aussi et tout ça. Donc ça, c'est des effets technologiques massifs, je pense. Mais après, en termes de ratio, je ne saurais pas dire. Merci beaucoup, Jean-Michel. On a pas mal fait le tour de ton article, donc j'invite les gens qui veulent le consulter. Il est en accès libre, notre revue, elle est en open access en français. Ça s'appelle Scepticisme scientifique. Ton article n'est pas très long, il fait 5 pages, il renvoie à une bibliographie, puis donc tu as une thèse sur le sujet qui est également en accès libre, et il joint d'autres articles qui ont été publiés dans cette revue, et donc on ouvre en continu à tous ceux qui veulent travailler sur un cas, partager des idées, des lectures, des choses comme ça. On cherche des gens qui pourraient faire des recensions de certains livres. Là, on a parlé d'un livre sur la psychologie du témoignage d'OVNI. C'est quelqu'un qui va en faire un commentaire, ce serait bienvenu. Et donc voilà, on va essayer de continuer à faire comme ça des petites présentations des articles au fur et à mesure qu'ils paraissent toute l'année. C'est-à-dire que dès qu'ils sont prêts, ils sortent et on peut faire un petit rendez-vous comme ça à discuter avec vous. Et donc, je vous remercie de votre attention, de votre présence. Jean-Michel, le mot de la fin de ton côté? Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que s'il y a des gens j'imagine qu'il y a des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI qui sont dans les spectateurs. On serait par exemple intéressé très concrètement par un book review du bouquin, la fiabilité des témoins d'OVNI. Si quelqu'un
arrive à le lire et à nous fournir un book review en français, ce sera assez cool. 600 pages. On s'enfonce dans le sable à la plage avec ça, mais c'est pas grave. Ouais, bien sûr, je ne minimise pas le travail que ça représente, mais voilà. Et je me dis qu'il y a peut-être des passionnés d'OVNI qui nous écoutent et qui sont prêts à faire l'effort. Tu peux obtenir un exemplaire de book review, gratuit. Tu t'engages. Moi fournir l'exemplaire. Non, mais là, je ne m'engage pas. Par contre, et alors le dernier article, donc c'était combattre, le titre donc, qui est actuel, qu'on a mis cette semaine sur le site, c'était combattre les trompeurs et tromper les combattants, les sceptiques entre triomphe et agonie, ou la naissance du mouvement sceptique à partir de l'esprit de la magie de L.R. Voss. N'hésitez pas à aller le lire, qui est une traduction donc d'un article allemand. Voilà, qui vient tout juste de paraître. Merci à tous. Et puis à bientôt pour les échanges et les nouvelles discussions. Merci. Ciao. Au revoir.